Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Buvette. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Lucas. Salut Lucas. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. On va attaquer un sujet assez lourd parce qu'on va parler chiffres aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire, mais de quoi va-t-on parler, Hugo? Et oui, on va parler chiffres, mais c'est pas pour autant qu'on va pas avoir la banane comme dans tous nos épisodes, puisqu'on va parler de l'endettement et de la faillite dans les clubs de sport. Mais alors, quelles sont les causes de l'endettement des clubs professionnels? Parce que finalement, c'est l'endettement qui cause la faillite, mais on va pas seulement parler des clubs professionnels, on va aussi parler des clubs amateurs, comme on fait toujours. On essaie de représenter l'entièreté du monde du sport, donc amateur et professionnel. Et puis, on va commencer par quoi, Hugo? Vas-y, je te laisse choisir le premier sujet. Par quoi on va commencer? Eh ben écoute, je te propose qu'on commence par la masse, hein, par le plus grand nombre de sportifs concernés. On va se diriger directement vers les sportifs amateurs, hein. Donc on va essayer un peu de comprendre les tendances, comment ça fonctionne, comment ça évolue aussi, parce qu'il faut savoir que la plupart des clubs sont des associations et que le système associatif, justement, évolue dans le temps en fonction des années. Donc il y a des choses qui changent en termes des budgets, des recettes, etc. On va essayer un peu de comprendre le pourquoi du comment, si tu veux. Ouais, totalement. Faut d'abord, je pense, poser les bases pour comprendre ça. C'est comment est construit le budget d'un club. On a pu accueillir Corentin Darbon, qui était directeur technique d'un club amateur, qui nous avait expliqué en gros que les recettes des clubs amateurs, bah voilà, c'était les événements qu'ils peuvent faire via la buvette notamment. Via voilà tous ces événements-là, s'il y a des tickets d'entrée, les licences rapportent un peu. Mais comment est construit le budget d'un club, ça c'est une vraie question. Eh ben écoute, j'ai fait des grosses recherches là-dessus, c'est un sujet passionnant, hein. Je vous invite aussi à regarder un petit peu de vos côtés, hein. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question comment vit un club associatif. Faut savoir qu'en moyenne, hein, si on prend tous les clubs de sport, en moyenne, un budget c'est 52 700 euros en France pour un club de sport. Comment est divisé un peu tout ça? 84% vient de recettes privées, tandis que 16% proviennent des subventions publiques, et notamment des communes. Donc au final, c'est une petite partie, hein, qui va revenir, c'est des aides clairement de l'État et des communes pour aider les associations, et le reste, quand je parle de recettes privées, ça va comprendre tout ce qui est adhésion, donc les licences, etc., tout ce qui est recettes de s'il y a buvette, s'il y a événements, les choses comme ça. Globalement, c'est à peu près ça. Et il est dit aussi que plus le niveau est élevé dans un club, plus le budget augmente. Oui, logique, sachant que là, si on reste dans l'amateurisme, c'est sûr que s'il y a des gros clubs amateurs aujourd'hui qui tournent avec même bien plus, je pense que 50 000 euros de budget et qui ont besoin de se financer. Et après, le problème dans le monde amateur, c'est qu'aujourd'hui, bah, les sources de revenus, elles sont pas diversifiées. Comme tu dis, là, ils peuvent avoir 70-80% de leurs revenus qui proviennent d'eux-mêmes. Donc aujourd'hui, je fais un petit clin d'œil au club de hockey de Lyon, à qui on a enlevé la buvette, finalement, à qui on leur a enlevé la buvette. Alors nous, sachez qu'on n'enlèvera jamais la buvette de vos oreilles, mais ça c'est une autre histoire. Mais trêve de plaisanterie, on leur a enlevé leur buvette et forcément, ça fait quasiment enfin, j'ai pas envie de dire de chiffres parce que j'ai pas envie de dire de bêtises, je me suis pas renseigné, je connais pas les chiffres exacts, mais ça fait un trou énorme pour connaître des personnes du staff du Hockey de Lyon. Ça fait un trou énorme dans le budget de l'année prochaine qu'ils sont en train de prévoir. Et c'est dramatique pour eux. Et ils vont devoir, bah voilà, eux, ils ont en plus une équipe, si je me trompe pas, semi-professionnelle, où ils sont obligés de payer les déplacements, où ils payent même un peu les joueurs, où ils ne pourront pas forcément faire ça et retirer des avantages finalement à des licenciés qui leur font confiance depuis très longtemps. Et pour sortir de l'exemple, aujourd'hui, la période de Covid a été dramatique pour les associations sportives et les clubs amateurs et le monde du sport en général. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pas diversifié, c'est pas de leur faute. Ils vivent comme ils peuvent, ils font leur maximum aussi. Et voilà, le coût matériel, aujourd'hui, un club qui a 500 licenciés, le coût de gestion et le coût de logistique, il est drastique. Effectivement, hein, pour revenir un peu sur les charges, hein, si je puis dire, hein, une association, un club, eh ben souvent c'est un salarié maintenant. De plus en plus, hein, les clubs s'entourent, on est obligé, parce que des associations disparaissent, on voit souvent aussi de plus en plus des groupements, hein, des liaisons entre des clubs, hein, qui s'associent, manquent
de licencier dans certains, etc., pour former qu'une seule et même, qu'un seul et même club, hein, finalement. Et du coup, on est obligé de structurer un peu tout ça. Il y a souvent comme je le disais, hein, des charges liées à du personnel, finalement. Pour donner un petit peu des chiffres encore, 35% des dépenses d'un club sont liées en moyenne pour payer des salaires, hein, finalement. 20% du budget sont reversés à des fédérations, des comités, etc. Ensuite, 10% pour des frais d'arbitrage et 10% encore pour de l'équipement. Et il y a quand même 45% des clubs qui déclarent avoir des difficultés à dégager suffisamment de recettes. Et ça, c'est dû aussi au fait que aujourd'hui la redistribution des fédérations, elle est critiquable. Elle est critiquable et elle est critiquée. Les clubs amateurs sont souvent lésés. Il y a eu du mieux, il y a eu des annonces. Moi, je suis comme d'habitude dans le thème du foot. Il y a eu du mieux. C'est pas suffisant et en fait, à l'image de la société, encore une fois, les gens ne comprennent pas pourquoi, par exemple, les joueurs de l'équipe A de l'équipe de France vont avoir des primes incroyables parce qu'ils font des perfs, alors que le monde amateur est en souffrance et a besoin de subventions. Mais voilà, je dis pas que c'est justifié, c'est critique. Attention, c'est des budgets qui sont débloqués pour ça, pour chaque utilisation précise, ça n'a rien à voir. Il suffit pas de prendre l'argent d'un côté pour le remettre de l'autre, c'est beaucoup plus compliqué que ça, la construction d'un budget. Et je pense que les équipes financières des fédérations s'y connaissent mieux que nous. Mais il y a du mieux à pourvoir, il y a des améliorations à faire et il faut aller aussi gratter à ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, le monde amateur, c'est important de le préserver. Comme tu dis, c'est l'immense majorité du sport en France aujourd'hui, quoi. Bah, le monde amateur alimente le monde professionnel, hein, tout simplement, hein. C'est clairement les ressources des talents qui arrivent dans les clubs professionnels, hein. Sans club amateur, il n'y a pas de professionnels. Et vice-versa d'ailleurs, hein. C'est un peu un cercle vertueux, si je puis dire. Mais pour revenir un peu sur ce que je disais, hein, le budget, il y a quand même beaucoup de clubs, je trouve, qui n'arrivent pas à avoir suffisamment de recettes pour vivre, hein, finalement. Je trouve ça quand même fou, sachant que j'avais vu dans le même temps que en fait, les recettes augmentaient. Du coup, je me suis dit, c'est bizarre, il y a plus de recettes, mais il y a quand même pratiquement la moitié des clubs qui s'en sortent pas. Comment ça se fait? En fait, c'est surtout dû aussi à l'inflation en général, hein. Les prix augmentent, donc les recettes augmentent, mais au final, eh ben, les bénéfices n'augmentent pas forcément. Donc en fait, on en revient toujours un peu au même, hein. C'est un peu le même problème pour tout le monde, hein. C'est ça, c'est quand un jeu de maillot coûte plus cher à produire, je sais pas, moi c'est un truc tout con, mais peut-être les jalons, les cônes qu'on utilise, enfin, c'est toutes des petites augmentations. L'inflation, de toute façon, c'est un ennemi invisible, c'est toutes des petites augmentations qui vont faire que le budget est réduit. Et ouais, c'est triste, mais il faut se battre contre. Il y a des solutions aussi à mettre en place. Et voilà, comme tu dis, les ententes entre clubs, ça peut être une solution. Et fidéliser surtout, fidéliser les licenciés, encourager aussi les licenciés à faire venir leurs proches, à consommer pendant les événements, ça c'est hyper important, à faire vivre le monde associatif finalement, au-delà du sport, mais nous on va rester focus sur le sport quand même. Mais voilà, je sais pas si tu voulais évoquer quelque chose d'autre pour le sport amateur. Eh ben écoute, j'avais envie d'évoquer aussi le fait que les clubs disparaissent. Enfin, je sais pas si tu ressens ça, mais de plus en plus, enfin, nous, on est un peu concernés parce qu'on vit à la campagne, peut-être moins en ville, forcément, hein, dû à la population urbaine qui est largement supérieure à la population rurale. Mais enfin, je trouve, c'est un constat, hein, si je me trompe peut-être, mais qu'il y a moins en moins de clubs dans les campagnes, ou que, comme je le disais tout à l'heure, hein, qui se rejoignent pour ne faire plus qu'un. Et en fait, du coup, j'ai gratté un peu, je suis allé chercher des infos, et il est dit comme quoi, bah, déjà, de un, il y a le phénomène de désertification rurale, je vais y arriver, hein, du fait qu'on abandonne les campagnes pour aller vivre en ville, donc forcément, ça va pas aider les petits clubs. Deuxième chose, depuis le Covid, le Covid ça a beaucoup changé, on sait, dans le comportement des gens, dans leurs habitudes, et c'est vrai que le monde associatif a beaucoup été touché là-dedans aussi, dans les engagements des bénévoles notamment, et c'est vrai que la pratique, hein, du sport amateur change, en fait, on n'a plus envie d'avoir de contraintes, on va venir que pour le plaisir, hein. Par exemple, je prends pour un amateur de foot, hein, je vais aller faire mon match le dimanche, mais c'est pas pour autant que j'ai envie d'avoir une contrainte de venir m'entraîner 2 fois par semaine. Oui, et de participer à côté, à rester, à faire vivre le club. Et ce qui est compréhensible, aujourd'hui, on ne peut pas forcer les gens à participer à la vie associative. Et il y a un truc que j'aimerais mettre aussi un peu en exergue, pardon, si je puis dire.
C'est le fait, alors c'est peut-être assez marginal comme conséquence, mais comme cause, mais c'est le fait que quand on arrive à un certain âge, à 17-18 ans, qu'on est dans des régions assez rurales, ben, il y a les études des personnes qui ne rentrent pas forcément en catégorie senior et qui vont faire leurs études ailleurs, donc souvent dans les villes, et qui soit s'inscrivent dans les clubs de sport de ville, soit qui arrêtent tout simplement leur sport. Et ça, moi en tout cas, j'ai été beaucoup dans mon entourage touché par ça, parce que on sort de cette période-là finalement. Euh, Ça peut toucher aussi les clubs et ça peut aujourd'hui la transition jeune senior est en général mal gérée par les clubs et subie aussi par les clubs du fait des études, du fait de toute cette transition finalement due à l'âge aussi. Ouais, c'est vrai que bah, du coup, le fait de partir de la campagne pour aller vers la ville, c'est dû à plusieurs raisons, hein, mais notamment chez les plus jeunes. Et c'est vrai que, comme tu disais, la transition entre le monde jeune et le monde senior, hein, c'est quelque chose de compliqué hein, pour des milliers de contraintes, mais surtout des contraintes d'études et professionnelles. On passe sur les clubs pro, qu'est-ce que t'en penses? Et ben on peut passer sur les clubs pro directement et puis alors du coup ça me fait penser qu'en professionnel pour vous montrer juste pour finir le sujet en professionnel aujourd'hui on n'y pense pas forcément mais la transition jeune senior elle est tout autant difficile hein, et peut-être même encore plus. Forcément des gars comme Mbappé ça va nous faire oublier ça parce que à 17 ans c'est titulaire et c'est un cadre du vestiaire mais et c'était un cadre du vestiaire parce que maintenant il est bien plus âgé mais la plupart des jeunes aujourd'hui, il leur faut du temps d'adaptation, il leur faut du temps de jeu par-ci par-là, il leur faut rester avec des personnes plus âgées qu'eux aussi pour prendre en maturité. C'est important de le faire. Et en parlant de jeunes et en parlant de risques économiques des clubs sportifs, ben c'est la première cause moi que je vois comme ça sans réfléchir, c'est de miser sur des gamins de 17 ans et de les payer 5 fois le prix qu'ils valent actuellement parce qu'il a un potentiel et qu'on imagine qu'il va nous faire gagner de l'argent plus tard. Ça s'est énormément développé parce qu'aujourd'hui on veut être le premier sur le gamin de 8 ans. Aujourd'hui il y a des gamins de 8 ans qui ont des contrats déjà avec Nike sur des périodes hallucinantes et à des montants hallucinants. On va chercher de plus en plus tôt, plus en plus jeune. On va mettre des sommes alors que les joueurs ne jouent même pas forcément tout de suite dans le club, qui vont le rejoindre 3-4 ans plus tard. On oublie l'aspect blessure, l'aspect familial, personnel. Euh, pour avoir des fonds pour les mettre sur ces jeunes pousses, bah on va s'endetter forcément. Aujourd'hui, pour moi, le principal problème dans le monde professionnel, c'est la gestion économique et liée à tout notre système capitaliste, on le dit à chaque fois, mais forcément la société, hein, c'est sport et société la buvette, donc forcément c'est indissociable. Mais c'est ce système de il faut être le premier, donc il faut parier sur l'avenir, donc il faut avoir les fonds maintenant parce que c'est maintenant que ça se passe. Et on dit toujours, ah regarde, il y a ce jeune-là, c'est le phénomène mondial, il n'y a pas meilleur que lui à ce poste-là. Et puis l'année d'après, il y a un autre phénomène mondial et tu as envie d'être dessus. Et en fait, c'est sans fin, tu as envie d'être sur tout le monde, tu dépenses sans compter, tu cherches des investisseurs, tu débloques des fonds. Moi, le club auquel je pense et auquel je rabâche souvent en perso avec toi, Hugo, tu le sais certainement, mais c'est le FC Barcelone qui est un club absolument, enfin géré économiquement, bah avec le cul, j'ai pas peur de le dire. Et Alors, faut préciser quand même qu'il est je suis très orienté, je suis complètement madrilène. Et non, mais après on peut parler aussi de la gestion enfin des inégalités économiques qu'il y a entre les clubs. Aujourd'hui, un club État comme Manchester City et comme le PSG n'a pas les mêmes facteurs qu'un Lyon, qu'un Olympique Lyonnais tout simplement, et n'a pas les mêmes ressources et ne dispose pas des mêmes jurisprudences. C'est important aussi de le dire. Aujourd'hui, dans le foot, pour parler du foot encore, le fair play financier, on l'a oublié, on ne sait pas où il est passé. Pour certains clubs, ils sont punis, d'autres clubs, ils ne le sont pas. Il n'y a aucune transparence au niveau économique. Aujourd'hui, le problème dans le monde professionnel, c'est aussi la transparence au niveau économique. J'ai certainement monopolisé la parole pendant un quart d'heure, donc je vais te laisser aussi explorer un peu le sujet et qu'on en débatte, mais c'était important que je voulais un peu introduire ça. Non, mais c'est bien, t'as posé tes bases, t'as posé tes idées, tes réflexions, c'est toujours cool. Et justement, moi, ça me permet de rebondir là-dessus et pour te dire que ce que tu nous as raconté, c'est quand même sacrément spécifique au monde du foot. C'est quand même la bulle du football et que ça
c'est quand même un sport qui est à part, hein. C'est vrai que ce genre de choses, on le voit nulle part ailleurs, hein. Quand on prend les angles des autres sports, je pense pas qu'un club de handball va miser, va s'endetter pour un joueur. En fait, c'est vrai que c'est assez. En fait, c'est devenu tellement un sport d'image et de marketing qu'on mise pas seulement sur le côté sportif, mais on mise sur tout ce qui est à côté. Et, euh, et en plus, ouais, c'est plutôt je l'ai, mieux c'est, parce qu'on peut le voir grandir dans notre club, etc. Ou même s'il y a des prêts, hein. Euh, Ouais, l'exemple de Monaco est un exemple de fou. C'est-à-dire que le club aujourd'hui est une entreprise, c'est plus un club de sport. C'est-à-dire qu'on recrute, on a des scouts de malades, on a tout. Et par contre, les jeunes sont super bien entourés, hein. Ils progressent à une vitesse hallucinante, ils progressent en maturité. Les jeunes de Monaco, c'est incroyable le niveau de maturité et le niveau footballistique qu'ils ont. Mais par contre, c'est une usine. C'est-à-dire que le club, il cherche pas à aller gagner des titres et à faire une équipe pour gagner des titres et enfin ce qu'un club de sport devrait être. C'est une usine à cash où on achète et on revend, on achète, on forme, on revend. Alors après, du coup, Monaco a quand même été champion de France il y a pas longtemps. Ouais, mais pour moi, ça reste une anomalie. C'est-à-dire que ils avaient un groupe de 7-8 jeunes avec quelques vétérans. Ces 7-8 jeunes étaient au top de leur forme. Il y avait un momentum sur leur équipe. Et ils ont réussi à aller chercher la Ligue 1 parce qu'ils avaient cette génération miracle, entre guillemets. Après, ça se stabilise quand même sur la scène européenne. Je trouve Monaco, depuis quelques années, c'est quand même sacrément cohérent. Il y a eu recrutement de Ben Yedder, de tout ça, mais je trouve que aujourd'hui le club enfin, ils auraient pu chercher beaucoup plus. Et il y en a beaucoup d'autres comme ça. En Allemagne, ça se fait beaucoup aussi, parce que l'Allemagne est un championnat au foot qui va vachement valoriser le joueur, parce que ça défend pas beaucoup, c'est très orienté sur l'attaque. C'est un championnat qui sert à valoriser les joueurs. Mais il y en a, enfin, il y en a plein d'autres. Et après, par contre, pour revenir sur d'autres sports, je trouve que par exemple, ça, c'est vachement pas présent dans la NBA et dans la NFL. C'est-à-dire que le système de draft, en fait, casse un peu cette. Moi, j'adore le système. C'est-à-dire que quand je l'ai connu il y a quelques années, je me suis dit c'est complètement fou et ça permet d'équilibrer un peu. Attention, ça a ses limites aussi. Mais ça permet de rééquilibrer un peu le championnat et les équipes. Ça permet d'avoir du spectacle tout le temps. Parce que l'NBA, c'est les rois du spectacle, pour avoir du spectacle tout le temps. Et en fait, ça permet d'éviter aussi ces dépenses et ces clubs qui, finalement, comme le PSG, peuvent tout se permettre et peuvent acheter les meilleurs jeunes tout le temps. Totalement d'accord avec toi. Ce que j'aime dans ce système aussi de ligue fermée, hein, finalement, parce que Mm. en fait, c'est différente. Enfin, la NFL, la NBA, enfin tous les sports américains, c'est des ligues fermées. Donc, en fait, on peut rentrer que par la draft, ou après, maintenant, c'est un peu diversifié, hein, les contrats, Oui. etc. Ça bouge un peu, hein, forcément. Mais globalement, c'est fermé. Et en fait, ce que j'aime dans ce système, c'est que pour avoir les meilleurs joueurs, en fait, ça, on va pas passer par un endettement financier ou par des paris. En fait, on va devoir jouer sur quoi? Sur le sportif. Et il va falloir perdre des matchs. Et en fait, si on veut progresser, c'est bête à dire, mais on doit perdre des matchs pour avoir meilleur ensuite. Donc, c'est enfin, quand même le but de toute équipe, de toute franchise, enfin, de tout club, c'est quand même de gagner, quoi. Donc, je trouve que c'est quand même plus égalitaire dans le sens où bah, tu perds, bah, ok, tu te sacrifies, mais derrière, tu auras une récompense. Et derrière, en plus, maintenant, il y a des systèmes qui font que même si on est bon dernier en gagnant 0 match, et ben, on n'est pas sûr d'avoir le meilleur joueur, le meilleur jeune dans l'année qui suit. En fait, il y a Ouais, des. avec le système de loterie. Ouais, exactement. En fait, c'est une chance de l'avoir, un pourcentage de chance de l'avoir. Donc, ça permet aussi aux équipes de maintenir une envie de jouer en se disant, bah, si je gagne quand même, enfin, si je gagne pas de match ou que j'en gagne un petit peu, ça va revenir au même. Donc, autant jouer un peu, assurer le spectacle, assurer mon image marketing, pas me faire éclater par les fans qui se disent, mais putain, il y a 82 matchs dans la saison, j'en gagne 10, on se fout de nous, quoi. Enfin, parce qu'après, ensuite, derrière, il y a quand même des grosses contraintes de billetterie. Et ça, pour revenir aussi un peu là-dessus, la billetterie, c'est quand même une source de revenus qui n'est pas négligeable pour la plupart des clubs dans le monde entier. C'est d'ailleurs, pour moi, j'ai relevé trois grands thèmes, hein, d'entrée d'argent. Pour moi, il y a les droits TV, le sponsoring et la billetterie. Et donc, si on enlève un pilier, forcément, la structure est moins stable. Ouais, billetterie, merchandising, parce qu'aujourd'hui, par exemple, Al Nasser qui ont recruté Cristiano Ronaldo, tu peux être sûr qu'ils ont déjà rentabilisé le transfert. Et malgré le prix qu'ils le payent, ils sont pas bêtes. Si aujourd'hui ils mettent ces sommes-là, c'est parce que ça apporte la médiatisation qui va derrière. Mais oui, après, la ligue fermée, de toute façon, économiquement parlant, c'est le meilleur modèle pour du sport.
Ça marche en NBA, etc. C'est pas pour rien que Florentino Pérez, il veut mettre en place la ligue fermée. Le problème, c'est que dans des modèles européens, ça pose des soucis sportifs. Ça pose des soucis sportifs. Économiquement, ce serait parfait pour les clubs qui y sont, moins pour ceux qui y sont, qui n'y seraient pas. C'est compliqué à mettre en place dans le système européen. Le problème dans le système européen, comme tu disais, ça va créer des inégalités sportives en fait. Pourquoi l'un, pourquoi pas l'autre? Et en fait, pour moi, il y a trop de détails et de choses qui rentrent en compte. Par exemple, là, je prends un exemple au pif, hein, mais on prend le Milan AC. Il y a 10 ans, le Milan AC, ça va en finale de Ligue des Champions, un truc comme ça. Enfin, c'est une grosse équipe. Et là, pendant 10 ans, c'était la traversée du désert pour ce club qui revient un peu en forme à l'heure actuelle. Donc, imaginez un supporter de Milan AC, pardon, qui demande mais pourquoi c'est la Juve qui va aller dans la Ligue fermée et pourquoi c'est pas moi? Enfin, j'ai une histoire aussi. Sachant que la Juve est exécrable en ce moment et qu'ils ont des problèmes économiques. Et c'est fou de se dire qu'un club comme la Juventus, qui a peut-être gagné les 10 derniers Scudetto, est en faillite, quoi. C'est quand même fou. Ils ont eu les meilleurs joueurs du monde, ils ont été en finale de Ligue des Champions. Et en fait, aujourd'hui, il y a, je crois, alors si c'est peut-être un peu vieux ma statistique, mais il y a 2 clubs en Europe qui qui n'étaient pas endettés à l'époque, le Real Madrid et le Manchester United. Le Real est devenu réendetté parce qu'ils ont changé les stades. Et je pense qu'il n'y a plus que Manchester United qui doit être dans le vert, tout simplement, économiquement parlant, avec son bilan. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les fans ont du mal à comprendre comment des aussi grosses structures qui brassent autant d'argent peuvent avoir des soucis d'argent, justement. Et bah, je pense que pour le foot, on va revenir au problème de la transparence, hein, comme tu le disais, parce que, à part dans le foot, moi j'ai fait quelques recherches sur les endettements des clubs sportifs, et on parle vraiment que de foot, hein. Il y a quand même très peu d'autres clubs qui finissent endettés. Alors, à des niveaux professionnels assez élevés, avec des droits TV, etc. Enfin, moi j'ai trouvé que des choses sur le foot qui sont vraiment touchées par ça. Après, il y en a... Non, je pense qu'il y en a d'autres qu'on connaît moins médiatisés. Mais par exemple, il y a les scandales récents avec Tony Parker et Lasvel, où tout simplement 2-3 joueurs, dont Nando De Colo, sont payés partiellement sur des comptes aux îles Caïmans. Le problème, c'est que c'est un monde tellement... le sport professionnel en général, quand je parle des gros sports, hein, basket, foot, handball, enfin on va dire les 10 sports les plus médiatisés, en fait, du moment que ça brasse de l'argent, c'est pareil, on en revient toujours au problème de société. Du moment que ça brasse de l'argent, ça brasse du pouvoir, et du moment que ça brasse les deux, il y a magouille. Et ça tue un peu le plaisir du sport. Et aujourd'hui, on a du mal à comprendre pourquoi le sponsor du PSG, c'est le Qatar. Parce que le Qatar est propriétaire du PSG. Donc, forcément que les revenus sponsoring qu'ils pourraient mettre, je crois qu'ils ont mis des règles en place, mais techniquement, tu peux te dire, si tu es ton propre sponsor, tu peux injecter 1 milliard d'euros alors que ta marque, elle en vaut pas autant. Et, et voilà, et aujourd'hui, c'est inégalitaire dans tous les cas, et on ne trouve pas la solution, en fait. Finalement, on ne trouve pas la solution pour que les clubs vivent bien économiquement parlant, parce que c'est pareil, après le Covid, techniquement, tous les clubs auraient dû se serrer la ceinture, parce qu'il n'y a aucun club qui a bien vécu le Covid, hein. Si, il y a peut-être une dizaine de clubs de foot, quelques clubs pareil dans chaque sport, mais globalement c'était une catastrophe pour tout le monde, et on aurait pu se dire, ils vont se serrer la ceinture, au moins 1 ou 2 ans, ils vont tous se serrer la ceinture, et puis ça va repartir un peu. Et non, au contraire, ils ont dépensé encore plus pour rattraper le retard du Covid, quitte certains et beaucoup à se mettre dans des situations où ils savaient qu'ils ne pourraient pas s'en sortir, et à se surendetter, et à faire des investissements idiots. Parce que, encore une fois, je pense qu'ils sont à la course à être le premier, à être devant l'autre, à avoir une marque qui rapporte. Et en fait, cette course effrénée, finalement, de progression, ça te fait oublier, je pense, les bases économiques d'un club, ou que quand tu peux pas, tu peux pas. Faut pas chercher un levier économique à droite, à gauche, tu te prives. Et ça, je le vois mal dans le monde du sport professionnel. Pour moi, enfin, c'est totalement logique ce que tu dis, mais en fait, il y a un lien assez étroit finalement entre le sport de haut niveau et la politique, j'ai envie de dire.
Parce que moi, c'est pas qu'une histoire économique, c'est aussi une histoire politique. Et finalement, les dirigeants de club ne sont pas forcément enfin, c'est pas que des dirigeants sportifs, hein. D'ailleurs, Ah, c'est des politiques à part entière, c'est t'as raison. politique à part entière. Donc finalement, c'est vraiment, ça devient vraiment une entité hors du sport. Enfin, c'est du sport plus autre chose, quoi. Enfin, quand on sait que j'ai la stat là pour la Ligue 1 Uber Eats, il faut savoir que les droits TV, ça représente 36%. Et que ça n'a pas joué pendant le Covid pendant un an. Comme tu dis, c'est pas normal en fait, que les clubs n'aient pas cherché à se serrer la ceinture. Enfin, à part, il me semble, je crois que l'OL avait tiré la sonnette d'alarme un petit peu. Ouais, il y a toujours quelques exceptions, mais dans le gros enfin, en général, dans le gros, enfin, ils ont fait comme s'il n'y avait pas eu, ou alors, voire plus, ils voulaient rattraper, donc ils ont investi encore plus. Mais quand tu vois que 2 3 ans plus tard, les chiffres, bah, ils n'ont pas baissé du tout, hein, ça a fait qu'augmenter et ça continuera d'augmenter. Enfin, en fait, il y a une sorte de décalage entre le réel et ce qui se passe dans ces clubs. Donc, c'est vrai que là-dessus, ça peut être dédommageable, hein. Puis en plus, on sait que ça peut aller tellement vite, un club qui passe du top niveau à la dégringolade, hein. Pour reprendre l'exemple de la Juve, hein, il y a quelques années, je sais plus quoi c'était, mais quand ils avaient pris des points de pénalité, qu'ils étaient redescendus en série B, etc. Enfin, on parle de la Juve quand même, hein, c'est pas le club du village d'à côté, quoi. Et Pour le, pourtant, pour le coup, en France, on pourrait donner l'exemple de la SSE. J'ai pas vu les comptes, mais je pense pas qu'il soit très ouvert pour le coup. elle est belle, elle est belle. Ah, c'est vrai qu'on peut se questionner. C'est vrai que autant le monde amateur, c'est plutôt très transparent parce qu'on se doit de laisser des comptes, hein. On se doit donner des comptes, hein, Et c'est puis, sans mauvais jeu de mots. et Mais... puis le club amateur, enfin, c'est une association, ça n'a pas à but lucratif. C'est pas une entreprise qui doit gagner de l'argent. Et aujourd'hui, il n'y a pas un investisseur qui va racheter un club amateur pour gagner de l'argent. Et l'argent n'a pas enfin, si, il y a ça complètement sa place dans le sport amateur, pardon, je me suis mal exprimé. Mais c'est pas le moteur du sport amateur aujourd'hui. Le moteur du sport amateur, c'est le plaisir et un peu de performance. Bah, est-ce que on n'essaierait pas de soumettre l'idée au club professionnel de revenir à un système associatif un peu moins lucratif et un peu plus basé sur le plaisir? Ouais, bah la mission va être longue. Je pense qu'on se retrouve avec les enfants de nos enfants de nos enfants qui n'auront toujours pas réussi à faire prendre conscience. Mais oui, pourquoi pas. Après, quelles sont les solutions? Bah, franchement, il y a des organismes de régulation. Le problème, c'est que ces organismes de régulation, ils sont contrôlés par les gens qui sont à la tête des fédérations, à la tête des clubs. C'est compliqué. Aujourd'hui, le système, il est compliqué. Il y a des stratégies de réduction des coûts qui sont en train d'être mis en place quand même dans quelques clubs. Il y a quelques clubs qui sont bien gérés. Faut pas dire le contraire. Par exemple, on citait l'exemple de l'Asvel. Faut pas croire qu'on tire sur l'Asvel, hein. C'est des pratiques qui sont faites dans bien d'autres clubs. Et aujourd'hui, c'est un kiff d'aller voir l'Asvel et ça le restera. Mais voilà, on aimerait bien aussi en tant que fan, et là on parle en tant que supporter finalement de sport en général, avoir un peu moins d'argent, un peu plus de plaisir sportif. Ah, c'est vrai que en vrai, j'ai le mot qui me vient en tête là, qui m'est venu pendant que tu parlais là. C'est un peu la mafia, hein, finalement. Ah mais c'est l'UEFA Mafia, hein. Mais même dans tous les sports, hein, si je contrôle, et ben, même les instances qui vont justement faire des contrôles, hein, je dirige, il y a des instances qui vont faire du contrôle, mais c'est quand même en fait, c'est un peu tout relié finalement, et c'est une vraie mafia. Même la police du sport est enrobée dans le système. Ouais, aujourd'hui c'est trop dur d'avoir une transparence totale parce que même s'ils le voulaient, il y a eu tellement d'actions passées qu'ils seraient dans la sauce quand même, je pense. Mais Donc, surtout qu'il n'y a aucune instance supérieure à part l'État, mais je suis pas sûr que l'État, pareil, à y mettre les pieds là-dedans. Enfin, je veux dire, c'est pas comme un trafic de drogue où le président peut dire bah, c'est bon, on envoie l'armée et puis on essaie de régler ça. Et quoi qu'encore, c'est compliqué et on sait très bien que ça marche pas, hein, comme au Mexique, hein, où c'était compliqué. Mais c'est vrai que les modèles économiques, c'est quelque chose qu'on pourrait discuter indéfiniment et qu'on pourrait refaire le monde sur le sport professionnel, mais voilà. voilà, bah écoute, on encourage les clubs à être bien gérés économiquement parlant. Petite aparté, il y a quand même beaucoup de clubs qui ont des espèces de prise de conscience et qui souvent investissent, enfin, qui achètent leur stade, qui ne le louent plus, qui voilà, essayent de développer un modèle un peu de pérennité finalement. Je pense à l'Olympique Lyonnais parce qu'on c'est vrai que nous on est du coin, donc on voit tout le village qui est installé autour du Groupama Stadium, tout l'environnement économique que Olas a installé aussi, qui est critiquable dans un sens, mais qui est louable économiquement parlant.
Et voilà, et ce sujet est très vaste. On a essayé de l'aborder le plus vulgairement possible pour que ce podcast soit accessible au plus grand nombre. Nul doute qu'on parlera chiffres et économie dans bien d'autres podcasts, et on espère même, pourquoi pas, aller chercher des services financiers ou des directeurs financiers dans des clubs amateurs ou pros. Oui. N'hésitez pas à nous contacter. C'est vrai, On c'est vrai, viendra à vous. c'est vrai qu'on le dit pas souvent, mais si vous avez des contacts, si vous avez voilà des personnes qui vous pensez, ou si vous êtes même prêt à apporter une vraie valeur ajoutée et à ce qu'on puisse faire un podcast ensemble, n'hésitez pas, contactez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, maintenant YouTube aussi. N'hésitez pas, et puis voilà, Hugo, je vais te laisser le mot de la fin. Et bah, comme tu l'as dit, rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour du contenu exclusif, hein, des vidéos, des réels, etc. Ça bombarde, hein, on y va toutes les semaines, il y en a plusieurs qui sortent, on vous envoie du contenu. On vous envoie du contenu qualitatif. On a aussi notre site internet, hein, vous pouvez aller écouter le podcast si vous êtes par exemple sur Deezer. On est désolé, on n'est pas sur Deezer, hein, on sait très bien que la petite guéguerre Spotify Deezer, hein, c'est pas top, mais vous pouvez aller sur notre site internet, labuvettepodcast.fr. Spotify, Apple Music, encore Spotify for Podcaster, notre site internet, comme tu l'as dit, t'as tout bien résumé, pardon. Et n'oubliez pas, La vie est un sport. buvons-la sous tous ses angles.